Bonjour, je suis Alain Burlot, l'auteur d'un livre dans la collection Les grands auteurs francophones. Le livre s'intitule Les comptabilités, l'Empire des nombres, aux éditions EMS. Alors ce livre retrace d'une certaine façon une partie de mes activités de recherche sur l'ensemble de ma carrière académique. Alors il y a deux grandes idées qui traversent toute cette carrière, qui l'ont structurée. Tout d'abord, c'est le rôle de la comptabilité, ou plutôt des comptabilités, car il y en a plusieurs, dans la société. Ce qui m'a conduit à m'intéresser également au management public, puisqu'il s'agit de la société. Et la deuxième idée, c'est le fait que je sois fasciné par le pouvoir des nombres. Donc la soif de nombres qui envahit toute la société. Alors tôt dans ma carrière, je me suis rendu compte que finalement le développement de notre société industrielle reposait sur trois choses. La première, c'est la formidable avancée des sciences de l'ingénieur. Bon, ça c'est évident, tout le monde le voit. La deuxième chose, c'est une création juridique, la société anonyme, qui a permis de drainer les capitaux nécessaires à l'industrialisation. Et puis la troisième chose, et on oublie encore plus que l'innovation juridique, c'est la comptabilité. Sans la comptabilité, les organisations n'auraient pu se développer et atteindre la taille qui est la leur aujourd'hui. Donc avec la nécessité de contrôler des organisations qui couvrent l'ensemble de la planète. Alors, j'ai dit les comptabilités dans le titre de l'ouvrage, car ça concerne aussi les organisations publiques, donc l'État, les collectivités locales, etc. Et la comptabilité fait partie du cœur de notre société, tant et si bien qu'elle est évoquée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors, je vais lire l'article 15 de cette Déclaration des droits de l'homme. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Vous voyez, on parle de comptabilité dans ce qui allait devenir le préambule de notre Constitution. Alors, donc, vous voyez, des idées qui finalement ont suivi toute l'évolution de ma carrière académique. Alors, maintenant, interrogeons-nous sur le fait que certaines de ces idées, donc, que j'ai développées au tout début de ma carrière, dans les années 70-80, restent toujours d'actualité. Et pour cela, je vais aborder trois points. Le premier, c'est comment peut-on décider à partir de nombres faux? La deuxième, peut-on décider sans faire appel à des nombres? Et la troisième, peut-on être un chercheur libre dans les silos disciplinaires, dans des silos étroits? Alors, je vais reprendre ces trois idées. Comment peut-on décider sur la base de nombres faux? J'ai eu une formation en économie, en gestion, en droit, mais avec une spécialité comptable. Et j'ai assez rapidement eu un regard critique sur les nombres fournis par la comptabilité. Et notamment dans les années 70, nous avions en France et dans les autres pays une inflation relativement importante, une inflation qui était à 2 chiffres. Et je me suis interrogé sur la pertinence de comptes qui retraçaient le coût historique des actifs, par exemple, d'une entreprise. Et cela a été l'objet de ma thèse, qui est intitulée Comptabilité et inflation, soutenue en 1976. Alors, après, nous avons connu des périodes de faible inflation, mais les choses sont en train de se retourner aujourd'hui et la question redevient d'actualité avec la pertinence du coût historique, qui est un des principes de base de la comptabilité actuelle. La deuxième approche, deuxième chose qui a éveillé mon intérêt, c'est finalement, est-ce que l'on peut décider sans avoir de nombre? Alors, c'est une réflexion que je me suis faite à partir du moment où j'ai eu à assurer des enseignements de management public à l'École nationale d'administration.
J'ai alors pris conscience qu'il y a des organisations dont les activités n'étaient pas mesurables. Donc, je vais prendre un exemple que j'ai souvent cité. Quelle est la relation avantage-coût d'une armée, de la défense nationale? Alors, en fait, en caricaturant un peu, il faut avoir perdu une guerre pour se rendre compte qu'on n'a pas investi suffisamment ou doté suffisamment les budgets de la défense nationale. Bien évidemment, c'est un petit peu caricatural, mais vous voyez que dans certaines circonstances, on se passe des nombres. Autre exemple tout à fait récent, c'est quand, pendant la pandémie, le président de la République, Emmanuel Macron, a dit « quoi qu'il en coûte ». Donc, excite les nombres, excite la comptabilité. Alors, la troisième chose qui m'a marqué, c'est le refus d'une spécialisation qui enferme le chercheur dans des silos étroits. Donc, le refus de l'hyperspécialisation. À partir de la comptabilité, donc on a vu le lien avec le management public, puisqu'il s'agit aussi de gérer des organisations publiques et pas simplement des organisations privées, des entreprises privées. Mais j'ai pu tracer des ponts, jeter des ponts plus exactement. Des ponts avec l'économie, bien sûr, des ponts avec le droit, mais des ponts aussi avec la métrologie, la science de la mesure, avec la sociologie, quand on fait du contrôle de gestion, avec, bien entendu, également d'autres sous-disciplines de la gestion, la GRH, en lien avec le contrôle de gestion, la finance, en lien avec la comptabilité financière, la stratégie, quand il s'agit de bâtir des budgets. Donc, on voit bien qu'à travers d'une discipline de départ, on peut rayonner sur l'ensemble des champs académiques. Alors, la dernière question, qui est une question d'actualité, c'est comment aborder, comment traiter la question de la crise climatique. Alors, pour présenter un peu, on peut se poser la question, si j'étais invité au Conseil des ministres, ce qui est véritablement totalement improbable. Si j'étais invité au Conseil des ministres, qu'aurais-je à dire sur la crise climatique en ayant une formation de comptable et en management public? Alors, je voudrais tout d'abord dire que je ne me sens pas spécialement compétent sur cette question, qui est une question pluridisciplinaire à laquelle ne peut répondre qu'une équipe de scientifiques. Je soulignerai quand même que la question qui est posée n'est pas récente. Nous avons eu en 1972 la publication du rapport du Club de Rome, qui a quand même marqué les esprits à l'époque. L'année d'après, René Dumont, un agronome et un homme politique français, il a été candidat à une élection présidentielle sans beaucoup de succès, publié L'utopie ou la mort. Donc, on parle de ces questions depuis maintenant 50 ans. Bon, nous n'avons pas fait rien, nous avons fait des choses, nous n'avons certainement pas fait suffisamment. Alors maintenant, à partir de mon expérience, que peut-on faire? Alors, il y a des décisions qui ont été prises au niveau le plus haut, puisqu'il y a une directive européenne qui contraint les entreprises à publier des informations écologiques, sociales et de gouvernance, les informations ESG. Donc on produit des nombres aujourd'hui sur l'impact que les entreprises ont sur l'environnement et donc sur le climat. Ça suppose que les nombres soient performatifs. Alors, le sont-ils? C'est une autre question. Ils peuvent l'être à partir du moment où ils sont relayés par les hommes politiques, par les médias, mais aussi par les enseignants. Alors, bien sûr, ces nombres sont d'un maniement difficile car ils simplifient grandement la réalité. On réduit la réalité à quelques chiffres, ce qui est évidemment une caricature. Alors, pour prendre un exemple, on se focalise sur les émissions de gaz à effet de serre, donc le dioxyde de carbone, et on dit qu'il faut promouvoir les voitures électriques.
Sauf que l'électricité, quand elle est produite par des centrales nucléaires, elle produit des déchets dont on ne sait quoi faire. Donc vous voyez qu'il y a des équilibres à trouver qui sont extrêmement délicats et qui nécessitent un dialogue avec les scientifiques, les politiques et puis toute la société civile, tous les relais. La prise de conscience de ces problèmes ne se décrétera pas, elle se vivra, elle sera petit à petit perçue comme nécessaire. Donc voilà, si vous voulez, rapidement décrit l'environnement de l'écriture de cet ouvrage sur les comptabilités, l'Empire des langues. Je vous remercie.